Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai ressenti à l'époque où j'étais en pleine errance médicale du diagnostic et on était en train de comprendre que j'avais vraiment une maladie, une maladie chronique qui était là depuis certainement longtemps et qui commençait à franchement s'aggraver. C'était à l'époque où j'avais fait des chutes, je commençais vraiment à avoir du mal à marcher et j'étais allée voir mon médecin généraliste qui avait diagnostiqué l'existence de troubles neurologiques. Il m'avait fortement invité à contacter un neurologue, celui qui me recevrait en urgence. Voilà. Donc il y a eu deux épisodes importants. D'abord, lorsque j'ai dit à moi-même stop, je vais vraiment aller revoir mon ancien médecin généraliste de famille et si elle ne voit pas ce que j'ai, j'irai aux urgences. J'irai aux urgences parce que je ne pouvais plus tenir, c'est plus possible. En fait, ce jour-là, j'étais en train de passer l'aspirateur dans la pièce des chats parce qu'à l'époque j'avais un élevage et c'est moi qui m'occupais du ménage le matin. Donc je leur faisais les litières, je leur donnais à manger et je passais l'aspirateur. Et à un moment donné, j'étais en fin de ménage, on va dire, j'étais en train de passer l'aspirateur sur le tapis et je ne pouvais plus, j'avais plus de force. Il a fallu que je m'assoie. Donc je me suis mise sur le tapis et malgré tout, j'ai continué à passer l'aspirateur à la main. Et là, je me suis mise en pleurs et je me suis dit, alors demain, je vais voir la médecin généraliste que je n'avais pas revue depuis longtemps parce qu'en fait, j'étais vraiment dans la grande errance médicale. Je passais de docteur en docteur pour essayer de trouver enfin qu'il y en ait un qui trouve ce dont j'avais. Parce que ce docteur, je lui avais déjà parlé de mes troubles urinaires, de mes problèmes de lâchage de cheville, de dérobage de cheville. Elle n'avait pas pris vraiment tenu compte de ça. Et puis là, je me suis dit, j'ai besoin d'aller la voir. Et si vraiment elle ne voit pas ce que j'ai, là, il faudra que j'aille aux urgences parce que je ne peux pas rester comme ça. Il s'est trouvé que le lendemain, quand je suis allée la voir, elle a trouvé que je marchais bizarrement et elle a trouvé la présence par rapport au signe de Babinski. Vous savez, quand on fait ça sous la boucle plantaire, on a un signe qui ne trompe pas. Donc elle a vu la présence de troubles neurologiques. Et c'est là où elle m'a dit d'aller voir un médecin, un neurologue le plus rapidement possible. Et là, j'ai pensé à moi. Je vais laisser parler mon avatar. Qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là face au docteur? Voilà. Comment il pouvait oser parler d'urgence? Enfin, elle pouvait parler d'urgence alors que ça faisait depuis des mois, voire même plusieurs années que je lui disais j'ai quelque chose. Mais bon, quand j'allais la voir, j'ai parlé de mes problèmes urinaires, il n'y avait rien. Enfin, elle m'avait prescrit une SVU, il n'y avait rien. Donc je n'en ai pas reparlé. Elle m'a pas reposé la question. Ça va mieux? J'aurais dit mais non, il faut toujours que je m'appuie sur la vessie. En fait, c'était très troublant parce que pour moi, déjà, j'avais pas, hormis le généraliste à qui j'avais parlé de mes troubles urinaires et de mes problèmes de lâchage de cheville, j'avais pas, quand j'étais allée voir l'ophtalmologue parce que j'avais mal aux yeux, je lui avais pas dit j'ai un problème urinaire. Parce que là, peut-être qu'elle se serait dit sclérose en plaques. Elle n'avait pas vu les lirides optiques, elle n'avait pas interrogé sur d'autres symptômes que je pouvais avoir. Et donc personne n'a fait le lien entre tout ça. Et donc je voyais différents médecins à qui je disais des petites brides de chaque chose que j'avais, dont je souffrais. Et puis donc ce jour-là, elle m'a dit d'aller voir une neurologue. Et c'est vrai que moi, mon ressenti, c'était c'est ça maintenant qu'enfin. Donc, là, j'avoue que j'étais plutôt dans la période, j'ai hâte qu'on trouve ce que j'ai parce que je me disais on va pouvoir me soigner. J'ai pensé que c'était une maladie guérissable. Et non. Donc, j'ai été voir le neurologue, il a fallu attendre un mois. J'étais allée avec ma mère, je me souviens, ce jour-là, j'avais pris les photos parce que j'avais compris que c'était une date fatidique pour moi. C'était la date où j'allais savoir enfin ce dont je souffrais depuis des années. Et donc, ma mère m'avait accompagnée parce que j'avais du mal à marcher. Dans la salle d'attente, je me souviens, on se regardait et c'était oppressant, quoi. Donc là, il m'a fait une auscultation classique. Et puis des IRM à passer. Et moi, j'avais forcément ouvert l'enveloppe, il y avait marqué Nili, point d'interrogation. Et donc j'étais allée voir sur internet, et c'est comme ça que j'étais tombée sur le livre d'Arnaud Cotelier, qui parlait de son livre sur la sclérose en plaques. Je l'ai vite lu, je l'ai pris, je l'ai lu. Et pendant cette période-là, en fait, j'en ai parlé un peu autour de moi, mes proches,
qui me disaient mais non, une sclérose en plaques, c'est pas du tout ça, mais non, mais non, mais non. Oui. Et je me souviens, là on était en plein été, j'étais allée à l'école de ma nièce à la fête, il faisait tellement chaud, je ne pouvais plus marcher. Oh, je ne savais pas à l'époque que c'était les problèmes des troubles neurologiques qui s'accentuaient quand on était. Enfin, il fallait éviter la chaleur, le syndrome du Doph. Bref. Et c'était super pénible et ça aurait été à refaire, je ne serais pas allée quoi. Donc voilà, donc mes proches disaient non, c'est pas ça. Bon. Et encore avant qu'on sache que, parce que là j'étais en attente d'un diagnostic, ils savaient que j'avais vu un neurologue, que je devais passer des IRM, et mes proches me disaient c'est pas la sclérose en plaques, c'est pas ça. Et puis avant, quand on savait pas que j'étais en, comment dire, on savait pas que j'avais vraiment quelque chose, parce que là, ça paraissait évident que le médecin avait vu des troubles neurologiques, bon, j'étais plus dans la fabulation, je ne racontais pas de conneries, mais à l'époque, je me souviens, ma mère m'avait dit que mes frères m'avaient conseillé, parce qu'à l'époque, je ne vivais pas chez mes parents, je vivais dans un appartement, puis après j'ai réintégré le domicile des parents. Ils avaient dit à ma mère, il faut lui donner un coup de pied dans le cul, quoi. En gros, c'était, je me laissais aller, c'était dans ma tête, enfin voilà. Et même, je me souviens une fois où quand je lui avais dit à mon frère, je peux pas aller chez le dentiste. Bon, après, j'avais s'ajouter à tout ça des angoisses, des crises d'angoisse, des crises de panique, parce que de constater qu'on a pu, qu'on a une capacité, une limitation qui s'installe et pas comprendre pourquoi, c'est super flippant, quoi. Et donc, j'étais angoissée, d'accord. Et mon frère m'avait dit, t'as qu'à prendre un verre de quelque chose d'alcool pour arriver à aller voir le dentiste. Heureusement, je ne l'ai pas écouté, parce que lui, il est devenu alcoolique, mais pas moi. Bon, bref. Voilà, donc ça a été ça un peu l'entourage. Après, par contre, quand j'ai su que j'avais la maladie et que je l'ai annoncé à la famille, ma tante et mon oncle étaient très corrects. Ils ont, ils ont, bon, ils ont entendu la nouvelle. Mais sur ma mère était super proche et pour elle, ça a été un soulagement, entre guillemets, de savoir qu'enfin, on avait posé le nom de maladie. Tout à l'heure, je vais rejouer la scène que j'ai vécue face au docteur. Et je vous montrerai dans une autre vidéo. Mes frères, il y a mon frère, mon jeune frère qui avait dit t'as besoin de quelque chose, tu nous le dis. Mon frère, il n'avait pas réagi. J'ai pas eu vraiment de réaction de sa part. Je n'étais pas étonnée. Voilà, et dans l'ensemble, bon, ça a été un peu la surprise hein, pour tout le monde. Mais moi, j'étais rassurée de me dire enfin, j'ai pu à me battre pour me faire entendre. Parce que c'était ça pour moi. C'était très très lourd. Je ne sais pas si vous avez vécu ça aussi, mais de devoir se battre pour que les médecins me reconnaissent malade, parce que autour de moi, l'entourage me considérait comme malade, j'avais quelque chose, c'était pas normal. Mais c'était peut-être pas une maladie, c'était peut-être dans ma tête en fait que ça se passait. Et là, les médecins ne trouvaient rien, donc ils disaient voilà, c'est encore dans la tête aussi, pareil. Donc là, de savoir que c'était la sclérose en plaques, une maladie que je ne connaissais pas, Henri, hein. C'est un côté rassurant. Après, je me disais, bon, si ça fait depuis longtemps que j'ai cette maladie, rien va changer. La différence, c'est que maintenant, on va pouvoir me soigner. On sait comment me soigner. C'est là où j'ai appris que c'était pas une maladie guérissable et que j'avais une forme rémitante. Donc, c'était plutôt bon pronostic. Sauf que je pense que là, j'étais déjà en train de passer en phase progressive, puisque je ne courais plus. Après, qu'est-ce qui s'est passé après les bolus? Si vous voulez, je vous montrerai. Parce que j'avais fait des vidéos déjà à l'époque de mes bolus. Le premier bolus, ça a été compliqué pour moi, ça a duré 5 jours. On m'avait donné une injection de sénectène retard à la fin des 5 jours. La cortisone m'avait vraiment littéralement épuisée, enfin, à la fois rendu tout à fait, comme on dit d'habitude, hein, surmonté sur une pile, et en même temps, j'avais plus de jambes, quoi. Et donc là, malheureusement, c'était difficile. Et le premier bonus, c'était pas super bien passé. J'en ai eu 3 de bonus en fait dans ma vie. Le deuxième était mieux parce que rapidement, dès le lendemain, j'allais mieux, j'avais plus de force et tout. Et donc à chaque bonus, je récupérais bien la marche. Et puis le dernier bonus que j'ai
Non, la dernière poussée que j'ai eue, c'était en 2010. Et là, j'ai pas fait de bolus. J'ai gardé une séquelle au niveau de la main gauche et la jambe gauche. Et au départ, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les séances de kiné qui m'ont permis de me remettre un peu sur pied, vraiment. Parce que quand j'étais allée à la première séance, je ne marchais pas, quasiment pas. Et après, au bout de 4 mois, je pouvais à nouveau marcher, même sans canne, hein. Je prenais le tram toute seule, voilà. Donc en 2014, on a diagnostiqué que j'avais une SEP secondaire progressive, même si pour moi, ça fait depuis 2007 que j'étais déjà en train de passer dans cette phase-là. Parce que je ne courais plus, alors qu'avant je pouvais courir. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a un truc bizarre, c'est que à un moment donné, j'ai essayé rattraper le tram, et j'arrivais plus à courir. C'est bizarre cette impression, je ne sais pas si vous avez ressenti. En fait, ce sentiment de perte d'autonomie, on s'en rend pas toujours compte. Mais là, je m'étais rendu compte que je ne pouvais plus courir. Voilà, comme avant. Puis après, petit à petit, la marche devient plus difficile. Puis on perd un peu l'équilibre. Puis au fil des années, ben moi je vois maintenant pour marcher c'est difficile. J'arrive encore à marcher dans la maison. Mais à l'extérieur, je prends une canne ou alors je suis accompagnée avec le bras pour me stabiliser. Le bras de mon aide de vie. Bref. Et ça, c'est des symptômes tellement sournois. À la différence d'une poussée où là, c'est vraiment très clair que quasiment du jour au lendemain, ah bah, ça, ça vous lessive complètement, quoi. Alors, la forme progressive, c'est vraiment, on sent, quoique ça m'est arrivé une fois, j'ai eu l'impression d'être en poussée, alors qu'en fait, dès le lendemain, ça avait disparu, mais c'est un peu comme si tout d'un coup, pof, ça me faisait comme une poussée, et puis le lendemain, ça allait mieux, mais il y avait encore un petit, c'était un peu moins bien. C'était mieux que la veille, mais c'était moins bien que l'avant-veille, bref. Et ça, c'est un phase progressive, c'est comme ça, et c'est très insidieux, mais au fil du temps, on s'en rend compte. C'est-à-dire que si je me mets 10 ans en arrière, je me dis, ah ouais, en 2010, je fais quand même beaucoup mieux pour marcher que maintenant. Voilà. Voilà donc pour mes ressentis par rapport à la pré-annonce du diagnostic. Et après, quand on m'a annoncé le diagnostic, donc je vous dis c'était un soulagement. Et en même temps, après, la peur de ce qui allait se passer, de ce qui allait m'arriver. Parce que même si je pensais que j'avais la maladie depuis des années, elle était en train d'évoluer. Donc, même si on me disait que c'était un bon pronostic, parce que j'avais commencé par des problèmes fatigue chronique et ensuite une rhinoplique à répétition que personne n'avait vu. Enfin, l'ophtalmologue ne voyait pas mal pour un ophtalmologue. Et, et donc on m'a dit que c'était plutôt un bon pronostic quand ça commence comme ça, et que c'était une forme rémitante, sauf qu'après c'est passé en forme progressive. Au départ on m'avait dit que c'était une forme bénigne parce que vous voyez le verre à moitié plein en disant vous avez marché encore après 20 ans donc c'est une forme bénigne. Puis si on avait vu que maintenant vous ne courez plus, vous êtes en train de garder des séquelles de chaque poussée, donc au début on disait que c'était pas une urgence thérapeutique à me soigner, et puis après on m'a dit bah si, maintenant oui. Et donc je me suis soignée il y a dans 3 ans, donc en 2010, avant que j'accepte, parce que c'était à l'époque des injections tous les jours, c'était difficile ça aussi. Je ferai une vidéo si vous voulez, que je vous parle de mes ressentis par rapport à ça. Je trouve que c'est intéressant. Après vous me direz, quand on échange au niveau du ressenti, c'est-à-dire en fait, si vous êtes une personne qui va débuter un traitement de fond, qu'est-ce que vous ressentez? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je vais accepter de suivre un traitement de fond? Est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport au fait qu'il faille prendre un traitement de fond? Moi, mon expérience, c'est que je dirais oui, je suis pour le traitement de fond parce que je pense que c'est important en amont, si on peut faire quelque chose, pour retarder au maximum l'arrivée en phase progressive. Voilà. Ceci dit, après, c'est une question de juste équilibre. Si prendre un traitement de fond vous peine plus que de vous dire ah, on va voir. C'est à vous de voir en fait. Est-ce que vous voulez prendre le risque de peut-être accélérer l'évolution de la maladie ou bien c'est personnel. Mais moi, ce que j'avais ressenti au début pour un traitement de fond, je me disais, si j'ai traîné pendant 3 ans, c'est que je me disais, bon, cette maladie, ça fait longtemps que je la connais, rien ne va changer. Sauf que quand je me suis rendu compte que je faisais une poussée tous les 10 mois, ce qui n'est pas énorme quand je vois certaines personnes qui en font tous les 3-4 mois, donc je faisais une poussée par an. Au bout de la 3e poussée, je dis, ah, c'est bon,
c'est récurrent, c'était tous les... Parce que maintenant j'arrivais à identifier une poussée, avant je ne pouvais pas savoir. Je voyais que j'allais pas bien, comme une fois j'étais allée voir un psychiatre pour lui dire je me sens fatiguée, vraiment une grosse fatigue, il me dit c'est peut-être une dépression cachée, voilà. Avant je ne savais pas, après maintenant que je savais que c'était une poussée, je me disais bah, il faut que je la traite, et donc pour la traiter vraiment comme il fallait que je prenne un traitement de fond. Donc en 2010 j'ai accepté de commencer la Copaxone, ça a été comique aussi la Copaxone, parce qu'au début ça faisait réaction cutanée. Bon, au fil du temps, ma peau a quand même bien réagi. J'ai quand même bien réagi à ce traitement, puisque j'ai pas eu de poussée depuis 10 ans. Alors après, est-ce que c'est la Copaxone? Est-ce que c'est l'évolution naturelle de la maladie? C'est peut-être un mélange des deux. Forcément, la Copaxone a agi, sinon je pourrais continuer à avoir des poussées tous les 10 mois. Et là, je la continue, parce que plutôt que de rien faire, je me dis, mon médecin ne me dit pas que tout risque est écarté, donc même si je suis en phase progressive, pour éviter ce risque, alors il me l'a réduite à 2 par semaine. Voilà. Donc, et puis ça, ne serait-ce que pour éviter de stresser, c'est bien. Voilà, donc traitement de fond, on peut vraiment avoir peur quoi, de débuter un traitement de fond. Parce qu'on n'a pas des effets secondaires immédiats, c'est-à-dire alors maintenant, quand on prend le traitement, que ce soit par injection ou par comprimé, on a peur de l'effet immédiat que ça peut avoir comme effet secondaire, et un effet plus long terme. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être efficace ou pas? Sachez que si vous ne supportez pas bien le traitement, on va pouvoir vous le changer. Hein. Il faut vraiment que vous vous sentiez à l'aise de parler avec votre neurologue, ça c'est important. L'avantage des traitements de première intention, c'est qu'ils sont bien connus, on connaît bien les effets secondaires, sur le long terme, ça fait plus de 15 ans qu'ils sont sur le marché. Le désavantage, c'est que c'est par injection, donc à vous de voir. Et puis, il y a des traitements qui ne donnent pas par oral, ça peut comporter des risques. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Après, bien sûr, votre neurologue est là pour vous orienter, pour vous aider à vous décider. Parce que moi, je vois des fois des gens qui vont voir sur Facebook, c'est bien, mais ça ne remplace pas une réflexion que vous allez avoir avec votre neurologue. Et votre neurologue, il est là pour vous aider à faire le bon choix, je pense. Alors, bien sûr, vous pouvez partager entre vous, on peut chacun donner son témoignage, son vécu. C'est pour ça que c'est important, je trouve, dans mes vidéos, que je parle vraiment de ce que j'ai ressenti, comment je l'ai vécu. Et moi, ce qui m'avait déterminé à commencer la Copaxone, parce que faut savoir qu'à l'époque, le neurologue me disait ça va réduire de 30% la fréquence des poussées. Alors moi, pour moi, 30% la fréquence des poussées, je ne trouvais pas le bénéfice super intéressant, alors que j'allais devoir me faire une injection tous les jours. Et quand j'ai parlé avec une personne de l'APF qui m'a dit ben moi, depuis que j'ai commencé le traitement, je n'ai plus de poussées, là, je me suis dit là, ça vaut la peine. Si pour moi, ça pouvait marcher aussi, et ça a marché pour moi aussi. Je n'ai pas eu de poussées depuis que je pique à la Copaxone. Voilà. Et comme je supporte plutôt bien, à part quelques fois, rares fois où l'injecteur a déconné, ça se passe bien dans l'ensemble. Voilà. Donc ce que j'avais à dire là-dessus. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de... ben voilà. Ben finalement, je vous ai fait... je devais parler de ce qu'il faut vivre sans traitement de fond ou pas. Je venais d'en parler finalement dans cette vidéo. Donc là, je vais pouvoir vous parler de... ouais. Pourquoi, ça vous intéresse peut-être, savoir, pourquoi j'ai lancé une chaîne YouTube. Et à quelle date remonte ma première chaîne YouTube. Je vous en parle dans la vidéo prochaine. Ciao!